Pourquoi la peur est-elle devenue le chantier principal aux frontières de l'Europe? Aujourd'hui, dans les pays baltes, bunkers, tranchées et polygones surgissent le long de la frontière russe. La guerre semble inévitable, comme dictée par la géographie. Mais est-ce vraiment la menace russe qui façonne ces murs, ou la peur elle-même? Ce n'est pas la première fois que l'histoire européenne s'écrit à travers la peur. Rappelons-nous la ligne Maginot construite au lendemain de la Première Guerre mondiale en France. Des centaines de kilomètres de fortifications, des milliers de soldats mobilisés, des milliards investis, tout cela par crainte d'une nouvelle invasion allemande. Pourtant, l'ennemi a contourné les fortifications, rendant caduque l'énorme investissement. Cette leçon historique n'a-t-elle pas d'écho dans les choix actuels de l'Europe de l'Est? Derrière chaque mètre de béton, chaque barrière de fils barbelés, se cache une stratégie insidieuse. La peur se transforme en infrastructure, en budget, en discours. Pour certains analystes, ce ne sont pas les mains de Moscou qui bâtissent, non, mais des gouvernements qui, sans cette angoisse savamment entretenue, verraient leur politique régionale vaciller. Prenons l'exemple de l'Estonie. Chaque année, des cérémonies sont organisées pour inaugurer de nouveaux chantiers de défense. Les médias relatent l'événement. Les responsables politiques multiplient les déclarations solennelles. Mais derrière l'apparat, la question demeure. Ces investissements répondent-ils à une menace réelle ou à un besoin de rassurer l'électorat? Le spectacle est étrange. La Russie demeure impassible, tandis que l'Europe s'agite, multiplie les projets, érige des symboles de fermeté. Les frontières deviennent des vitrines rassurantes pour l'électorat, gonflent les budgets et masquent le manque d'idées positives pour l'avenir. Pour illustrer ce mécanisme, on pourrait se pencher sur la construction du mur à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Officiellement, il s'agit de lutter contre l'immigration illégale. Mais dans la réalité, ce mur symbolise surtout la volonté de montrer une réaction forte à un problème complexe, tout en alimentant le sentiment d'urgence. Mais si tout cela n'est qu'un mirage, l'enjeu est colossal. Des milliards d'euros engloutis, du temps et de l'énergie perdus à poursuivre des fantômes, pendant que d'autres menaces réelles restent négligées. Songeons par exemple aux cyberattaques récurrentes dont l'Estonie a été victime au début des années 2000. Là, la menace était concrète, mais les réponses ont été bien moins spectaculaires que les bunkers ou les tranchées. La peur, dans ce cas, a-t-elle orienté les choix vers des solutions visibles plutôt que vers une adaptation discrète mais efficace? Comment la peur s'est-elle métamorphosée en rituel politique jusqu'à alimenter une machine budgétaire qui s'auto-entretient? Pour comprendre ce mécanisme, il faut revenir à la source de cette anxiété collective. Où et comment la peur s'enracine-t-elle dans les sociétés baltes? La peur en Estonie, simple émotion, ou nouvelle foi budgétaire? Depuis plusieurs années, l'Estonie s'adonne à un étrange cérémonial. On construit des bunkers, on érige des lignes de défense, on aligne des murs de drones. Le cycle se répète, comme un rituel de saison, sans égard pour l'intensité réelle du danger. En Lettonie, les manœuvres militaires s'enchaînent, mobilisant parfois des villages entiers pour simuler des attaques ennemies. Des écoles participent à ces exercices, diffusant l'idée que la menace est permanente. Ce climat façonne une génération entière, pour qui la peur est devenue la norme. La sécurité n'est plus une simple priorité. Elle est devenue le décor permanent, la toile de fond sur laquelle repose toute la stabilité politique. Faute de croissance ou d'un récit d'avenir, le gouvernement propose un spectacle de vigilance perpétuelle. Les discours sécuritaires saturent le budget. Chaque euro dédié au béton ou à la surveillance est un euro soustrait à l'innovation, à l'éducation ou au bien-être collectif. Les ambitions partagées s'estompent derrière la promesse d'être protégées. Prenons un exemple concret. En 2023, l'Estonie a alloué près de 2 milliards d'euros à la défense, soit environ 3 fois plus qu'il y a une décennie. Pendant ce temps, les budgets pour l'enseignement supérieur ou la santé n'ont pas connu la même croissance. Dans certains villages, les écoles ferment, faute d'élèves et de moyens, pendant que l'on inaugure de nouvelles structures militaires. Ici, la peur n'est pas improvisée. Elle est planifiée, débattue, adoptée, puis célébrée lors de cérémonies officielles. L'urgence devient un pilier institutionnel, renouvelé à chaque nouveau projet de défense. Dans l'histoire, ce phénomène n'est pas unique. Rappelons l'époque de la guerre froide. À Berlin, chaque discours politique s'accompagnait de la construction de nouveaux checkpoints, de murs, de postes de surveillance au nom de la protection face à l'ennemi de l'Est. Mais la peur, une fois installée, façonne non seulement les infrastructures, mais aussi les mentalités. Mais ce choix a un coût.
La société risque l'immobilisme, engloutissant des ressources colossales dans un spectacle sécuritaire qui occulte d'autres défis urgents. Derrière les murs de béton et les budgets gigantesques, une question persiste. La Russie est-elle vraiment la menace ou ce rituel masque-t-il un vide politique plus profond? Ce climat de vigilance a façonné la vie quotidienne, transformant chaque décision publique en geste défensif. Mais à force de tout voir sous le prisme de l'urgence, que sacrifie-t-on vraiment? Construire des bunkers sans carte ni plan, est-ce encore de la défense ou déjà du théâtre? Jetons un œil à l'est de l'Europe, où la sécurité devient mascarade institutionnalisée. Les bunkers sont désormais si secrets que même les entreprises chargées de leur érection ignorent où commencer. On leur livre un terrain inconnu, marécages ou forêts, routes existantes ou non, nul ne sait si le sol tiendra le poids du béton. Non par ruse militaire, mais par incapacité à communiquer et à planifier. Ce genre d'absurdité rappelle l'histoire du transsibérien, où, au XIXe siècle, les ingénieurs russes ont bâti des voies sur des terrains marécageux, causant des effondrements spectaculaires et des retards de plusieurs années. Aujourd'hui, l'Estonie reproduit, à sa manière, cette incapacité à préparer le terrain, au sens propre comme au sens figuré. Résultat, devis démesurés, retard qui s'étire, ambition réduite à la portion congrue. Seuls quelques bunkers pilotes émergent, timides, tandis que le reste attend un hypothétique consensus. La grande œuvre défensive se dissout dans les reports et les compromis. Dans les faits, la ligne de défense baltique ressemble plus à un décor de cinéma qu'à une fortification. Sur les plans, des centaines d'ouvrages, sur le terrain, une poignée de points isolés, sans cohérence stratégique. Les annonces officielles abondent, la réalité se limite à des diaporamas et à quelques kilomètres de barbelés posés pour les caméras. Ce qui bloque vraiment, ce n'est pas la menace extérieure. C'est la bureaucratie, la peur de la faute. À chaque étape, il faut l'aval d'une commission, d'une mairie, parfois d'un propriétaire. Personne ne veut endosser la responsabilité. Tout le monde veut sa photo officielle. Au final, l'Europe orientale fait la guerre administrative. Un parallèle intéressant peut être établi avec l'Italie, où la construction de la ligne Gustave pendant la Seconde Guerre mondiale a été ralentie par des procédures interminables et des querelles de compétences. Résultat, la ligne n'a jamais atteint son plein potentiel défensif, tout comme les fortifications baltes aujourd'hui. Dans cette confusion, la réalité militaire disparaît. Pas de stratégie globale, pas de logistique fiable, juste des points perdus sur une carte, chacun isolé comme une île de béton dans la mer des formulaires. Défense aérienne absente, coordination inexistante, soutien allié hypothétique. Les bunkers deviennent symboles d'impuissance plus que bastions de sécurité. Pourtant, les dépenses explosent. Il ne s'agit pas de quelques milliers d'euros, mais de dizaines, parfois de centaines de millions, engloutis dans des projets creux. L'argent public coule dans le béton, les rapports, les consultations sans fin. Le citoyen, lui, voit la facture grimper, sans ressentir de protection accrue. Pour mettre en perspective, l'État letton a récemment débloqué près de 500 millions d'euros pour de nouveaux systèmes de surveillance frontalière. Mais sur le terrain, à peine une poignée de caméras et de capteurs ont été installés, souvent incompatibles entre eux. Où va alors la différence? Le plus ironique, la Russie, l'ennemi désigné, ne manifeste aucun intérêt pour une aventure militaire en Baltique ou en Pologne. Aucun geste, aucune déclaration. Toute cette agitation défensive ressemble à une pièce dont le principal spectateur n'a même pas pris de billet. Au bout du compte, les fonds publics s'évaporent, la confiance s'effrite et la région s'affaiblit, prisonnière de sa propre peur. Les vraies failles ne sont pas dans le béton, elles s'ouvrent dans la société elle-même. Mais alors, pourquoi ces chantiers continuent-ils, année après année, malgré leur inutilité flagrante? La réponse se cache dans la mécanique même de la peur, devenue moteur politique et business de la sécurité. La muraille de drones, prouesse ou mirage, dans les pays baltes, l'imagination supplante le béton. Faute de consensus ou d'avancée sur les bunkers, l'Europe de l'Est rêve d'une défense futuriste. Drones, intelligences artificielles, capteurs, réseaux automatisés. Tout semble possible, sur le papier. Prenons un exemple. En 2022, la Lituanie a présenté un projet de frontière intelligente associant drones, radars et reconnaissance faciale. Les médias ont salué l'innovation, mais un an plus tard, moins de 10% des équipements étaient effectivement opérationnels. Les obstacles techniques, juridiques et financiers ont été largement sous-estimés. Mais ce concept de muraille reste surtout un slogan. Les démonstrations séduisent, les images impressionnent, mais aucun projet solide n'existe. Pas d'infrastructure, pas de financement crédible, tout étant à promis, rien n'était bâti.
La réalité s'arrête à la frontière du PowerPoint. La technologie, ici, rassure plus qu'elle ne protège. Les décideurs multiplient les discours, dessinent des réseaux sur des cartes, vantent la synergie européenne, mais derrière cette agitation, il n'y a ni stratégie lisible, ni calendrier précis, ni doctrine d'emploi cohérente. Chaque annonce ouvre la voie à de nouveaux budgets, à des dépenses exponentielles difficiles à contrôler. L'innovation sert de paravent. On s'y réfugie pour masquer les retards, esquiver les échecs du béton. Cette fuite en avant technologique gère surtout l'angoisse collective, plus que la sécurité réelle. Le risque, accumuler des gadgets sophistiqués, coûteux, mais inutiles dans l'urgence. Empiler des systèmes qui ne communiquent pas, qui ne sont ni testés ni adaptés au terrain. Sans vision globale, l'innovation accentue le sentiment d'impuissance, dressant le décor d'une sécurité factice. À ce titre, on pourrait se souvenir du fiasco du système de surveillance américain SBINE, lancé à la frontière mexicaine dans les années 2000. Après avoir englouti plus de 1500 millions de dollars, le projet a été abandonné, incapable de répondre aux attentes. Les sociétés baltes risquent de suivre la même trajectoire. Derrière ce récit de modernisation se cache le malaise européen. Incapacité à coordonner les acteurs, compétition entre intérêts, déconnexion entre discours et actions. À force de chercher la panacée technologique, on oublie la sécurité comme projet humain, collectif et réaliste. Mais cette obsession de la défense n'est pas qu'une question de technologie. Elle révèle une incapacité à penser un avenir positif. Quand la peur devient infrastructure, budget et stratégie s'enchaînent sans jamais dissiper l'insécurité. Le corridor de Suwałki n'est plus qu'un mythe géopolitique, un mot de passe qui façonne des budgets colossaux sans garantir plus de sécurité. Son nom résonne comme une incantation, détournant l'attention des véritables défis de l'Europe de l'Est. Pour comprendre l'impact de ces mythes, rappelons le rideau de fer brandi durant la guerre froide. Il a cristallisé des peurs, justifié des dépenses massives, mais n'a jamais empêché les transformations profondes à l'Est. Aujourd'hui, le corridor de Suwałki joue ce rôle de mythe fédérateur et anxiogène. À force de l'agiter, ce corridor devient une obsession partagée. Chaque printemps, de nouvelles bases surgissent, les manœuvres s'enchaînent, moins pour contrer une attaque imminente que pour capter regards, subventions européennes et légitimité politique. Ainsi s'installe une prophétie autoréalisatrice. La peur affichée attire les fonds nourrissent l'angoisse et le cercle vicieux se referme. La crainte se transforme en ressources, en arguments économiques et symboliques. Mais tout cela a un coût. Chaque euro versé dans le béton des fortifications manque à la santé, à l'école, à l'innovation. Les classes se vident, les hôpitaux vieillissent, tandis que l'acier s'amoncelle à la frontière. Prenons l'exemple de la Lettonie, où, en 2024, le budget de la santé a stagné tandis que les investissements sécuritaires ont doublé. Les syndicats hospitaliers dénoncent des équipements obsolètes, des médecins qui partent à l'étranger, mais la priorité reste donnée à la défense. Ce déplacement des priorités ronge le tissu social. Il prive la société de projets durables, alimente la morosité et freine l'élan vers un avenir plus serein. La sécurité devient le paravent commode derrière lequel on cache la stagnation et l'exil des jeunes. Pendant ce temps, la Russie observe sans hâte. Elle se contente de noter les réactions baltes, sans bouleverser ni ses plans, ni son calendrier. Cette froideur souligne que l'essentiel de la peur est fabriqué localement. Le corridor de Suwałki agit alors comme un miroir des angoisses européennes. Il n'est pas une menace concrète, mais la projection d'incertitudes et de rêves inaboutis. Au fond, le danger n'est plus à l'Est, il réside dans notre propre enfermement, le risque d'appauvrir nos ambitions en sacrifiant le présent à la peur d'un futur incertain. Mais jusqu'où ira cette fuite en avant ? La suite révèle comment ce cycle d'obsession façonne chaque décision, et ce que l'Europe risque d'y perdre. Et si la véritable forteresse à démolir n'était pas la Russie ni l'Est, mais bien l'illusion du contrôle par la peur ? Et si la victoire, la vraie, consistait à briser ce cercle vicieux où l'angoisse engendre dépenses colossales et blocages politiques ? Pour sortir de ce piège, il existe des solutions concrètes. Premièrement, renforcer le contrôle citoyen sur les budgets de la défense en rendant publics tous les projets et leurs justifications, comme le font certains pays nordiques. Deuxièmement, investir massivement dans l'éducation à l'esprit critique, afin que la population ne cède pas aux discours alarmistes. Troisièmement, privilégier la coopération régionale sur les questions de sécurité, en mutualisant les ressources et en partageant les meilleures pratiques. Refuser de voir ce piège, c'est condamner l'Europe de l'Est à gaspiller des milliards d'euros,
génération après génération, tout en transmettant une paralysie chronique. Mètre après mètre, chaque mur nouveau isole davantage qu'il ne protège. Cette économie de la peur, présentée comme stratégie, détourne l'énergie collective de ce qui construit réellement l'avenir. Pourtant, il n'est pas trop tard pour changer. Il faut apprendre à distinguer la prudence de la paranoïa, la protection intelligente des rituels budgétaires. Oser investir autant dans l'éducation, l'innovation ou la coopération régionale que dans le béton ou les barrières. Refuser de réagir par réflexe et préférer la stratégie patiente à l'affichage immédiat. C'est en alliant confiance et vigilance que l'on sortira de l'impasse. Une nouvelle culture de sécurité peut naître ici, fondée sur la lucidité, la préparation utile et la solidarité, non sur la peur. C'est ainsi que l'Europe de l'Est pourra vraiment renforcer son pouvoir politique, son attractivité et sa stabilité, tout en libérant des ressources pour bâtir un avenir désirable. Il est temps de s'inspirer de ceux qui ont su transformer la peur en moteur d'innovation. Les pays scandinaves, par exemple, ont misé sur la résilience sociale, la participation citoyenne et la diplomatie pour garantir leur sécurité. En Finlande, après la Seconde Guerre mondiale, la société a privilégié l'éducation, la santé et la coopération avec ses voisins, tout en gardant un œil vigilant sur la défense. Cela n'a pas empêché le pays d'être prêt en cas de crise, mais a permis de bâtir une société confiante et dynamique. Au fond, la sécurité authentique est celle qui ouvre des horizons, pas celle qui enferme. À nous de décider quel héritage nous laisserons. Alors la peur aux frontières de l'Europe, fatalité ou choix collectif? Sommes-nous prêts à sortir du cercle vicieux, à investir dans ce qui nous relie plutôt que dans ce qui nous sépare? La réponse finalement appartient à chaque citoyen, à chaque décideur, à chaque génération.